Salut, c'est Thierry. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une problématique que beaucoup se posent. Comment fait-on son choix de pneumatique lorsqu'on investit dans un tracteur? Et pour ça, j'ai fait appel tout simplement à Bastien, qui est formateur donc chez Michelin. Bonjour Bastien. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment on peut faire un choix? Alors, je vais te demander un cas précis, nous, dans notre Cuma, pour un investissement qu'on va avoir. Mais je voudrais reprendre un petit peu les bases et voir un peu ce que c'est qu'un pneumatique. Tu peux m'expliquer ça? Bien sûr, on va expliquer ça tout de suite. C'est vrai que ces dernières années, en fait, on a connu une vraie évolution des engins agricoles et des usages. Et les pneumatiques ont évolué avec. Et effectivement, c'est hyper important de choisir un pneumatique par rapport à un tracteur et par rapport aussi à son usage pour s'assurer de la bonne performance de l'ensemble. Donc, ce que je te propose, effectivement, c'est qu'on s'intéresse aux pneumatiques qu'on a là sur nos deux tracteurs pour pouvoir en parler un petit peu plus précisément. Voilà, on a un choix intéressant vu qu'on a deux types de tracteurs différents. Est-ce que tu peux me rappeler un peu comment est composé un pneumatique déjà? Alors là, ce que je te propose, Thierry, c'est de parler un peu le même langage, d'acquérir du vocabulaire par rapport au pneumatique. On va décrire en fait les différents éléments constitutifs du pneumatique et le rôle de chacun de ces éléments. D'accord, tu montres ça sur le pneu là? Ouais, on va regarder ça tout de suite. Donc là, en fait, juste ici, tu as ce qu'on appelle la bande de roulement. La bande de roulement, son rôle, ça va être de répondre au changement de direction, comme tout type de véhicule roulant. Mais ici, en agricole, on va avoir des choses qu'on retrouve pas forcément sur d'autres véhicules, c'est les barrettes. Donc ces barrettes, c'est ces éléments de gomme qui sont assez massifs, qui vont pouvoir apporter la traction quand on est au champ. Donc là, on a bande de roulement, barrette, ensuite on a les flancs. Les flancs sont hyper importants en agricole, c'est ce qui va donner la souplesse au pneu et qui va permettre aussi d'avoir une empreinte assez longue et avoir une empreinte qui permet de mieux passer la traction. Plus on a d'empreintes, c'est la partie qui s'écrase un peu au sol pour pouvoir donner de la surface. Plus on va avoir un pneu souple en agricole au champ, mieux ce sera, non seulement pour passer la puissance, mais aussi pour avoir une répartition du poids au centimètre carré qui est meilleure, pour éviter la compaction des sols. Ok. Donc voilà pour la partie du flanc. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle la zone basse. Ça nous permet de localiser un endroit. Par exemple, quand on a un dommage, on sait que quand on parle de zone basse, c'est cet endroit-là. Et ensuite, à l'intérieur, de ce qu'on voit pas, donc ce qui est bien assis sur la jante. Donc je prends un exemple, hein, ça va être mon talon. Et ça va être mon siège de jante. Et normalement, si mon talon est bien positionné, il va se mettre comme ça. Et je vais te montrer ce qui se passe un petit peu dans le talon avec cette coupe de pneu. Donc là, on est sur un plus petit pneu, hein, c'est un pneu industriel, mais ça va être une conception qu'on peut retrouver à l'agricole. Donc à l'intérieur de ce talon, donc ça c'est mon talon qui vient se mettre du coup sur la jante, on voit qu'on a une tringle métallique. Et ensuite, on le voit à l'intérieur ici. Donc là, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je vous incite à aller voir la vidéo que tu as fait notamment à l'usine de Troyes. Sur l'usine de Troyes, qui montre vraiment bien le détail du fonctionnement. Je vous mettrai les liens tout simplement ici en dessus. Et on voit très bien en fait comment est décrit la fabrication d'un pneu, donc c'est vraiment top. Et ici en fait on voit les différents composants intérieurs du pneumatique. Donc là en fait on voit ce qu'on appelle la nappe carcasse. Donc en fait c'est la structure du pneumatique. C'est ce qui maintient la rigidité, enfin la solidité de l'ensemble du pneumatique. C'est vraiment sa structure, on va dire que c'est son squelette. Et ensuite, sur certains pneus, on va retrouver des nappes sommets métalliques. Là, c'est le cas d'un pneu industriel. Donc, on rajoute des nappes sommets métalliques pour avoir plus de résistance aux perforations. Parfois, c'est des nappes sommets textiles. C'est ce qui permet d'avoir un sommet qui est très plat et une empreinte qui est assez large. D'accord. Donc, voilà pour les éléments constitutifs du pneumatique. Est-ce que tu peux me montrer, j'allais dire, comment on lie un pneu? Parce qu'il y a différentes notions et différentes inscriptions dessus. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à retrouver, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Effectivement, on retrouve beaucoup de marquages sur les pneumatiques agricoles et on ne sait pas forcément à quoi signifient tous ces marquages. Du coup Thierry, on va inverser les rôles. Ce que je te propose, c'est de tester un peu tes connaissances pneumatiques pour justement voir toi en tant qu'agriculteur si tu connais bien D'accord, tu veux me coincer. Bon, je suppose que tu vas y arriver. On va regarder ça, ça marche. Donc déjà, là on le voit en gros, on a la dimension. Oui. Est-ce que tu sais ce que signifie VF? Je pense l'avoir su, mais honnêtement, j'ai oublié. T'as oublié? Bon, c'est pas grave. Alors, VF, c'est important. C'est les premiers pneus VF et IF ont été sortis en 2004, notamment par Michelin, avec la gamme Xeobib. En fait, le VF, c'est une norme qui permet de définir un pneumatique basse pression. En fait, ce pneumatique-là, par rapport à un pneumatique qui serait de même dimension, mais en technologie standard, va pouvoir avoir 40% de capacité de charge en plus. C'est-à-dire qu'au niveau poids, par rapport à un autre, au niveau poids, on peut mettre une charge supérieure. C'est ça. Il aura beaucoup plus de capacité de charge. Et 40%. Tout au moins une pression inférieure, quoi. C'est ça. Et après, à l'inverse, effectivement, ce pneu-là, si on peut y rajouter 40% de capacité de charge, à l'inverse, si on a une charge équivalente, à isocharge, on va pouvoir baisser la pression de 40%. Donc c'est ce qu'on appelle les basses pressions communément, quoi. Effectivement. Alors, basse pression, c'est vrai que en fonction des agriculteurs et de la génération à qui on s'adresse, on entendait il y a 20
20, 30 ans, beaucoup parlé de basse pression. Quand on parlait de basse pression, basse pression à 2 kg, ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand on parlait de basse pression, c'était, tu sais, les pneumatiques avec des gros volumes d'air. Oui. Avec des jantes plutôt petites, de 32 des fois. Ouais. Et des flancs énormes. Et effectivement, plus on a de volume d'air dans un pneumatique, plus on peut baisser les pressions. Mais là, aujourd'hui, la vraie différence, en tout cas depuis 2004, c'est que la carcasse, en fait, de par sa conception, de par la conception des gommes et de la structure, a une capacité à fléchir et à tenir des charges avec des pressions plus faibles. Donc c'est sa capacité à s'écraser au niveau du flanc qui va être supérieure par rapport à un autre, tout en résistant, quoi. Parce que le but du jeu, c'est que le pneu résiste à l'écrasement, quoi. Et en VF, l'appellation l'illustre très bien. En anglais, ça veut dire Very High Flexion. Donc c'est flexion très importante. C'est pour ça que j'avais pas retenu le nom, je pense, parce que c'était en anglais. Après, tu vas me demander 650. Ah bah, 650, alors c'est la largeur, ça? Mais d'où à où? Alors de où à où? Bonne question. Je te dirais du flanc au flanc extérieur. Ah, bonne réponse. C'est exactement ça. C'est pas du talon? Non. Donc c'est bien ça. Hein. C'est bien à chaque fois de largeur de flanc. Donc ici, à l'autre côté. Donc on est bien vraiment sur la largeur de flanc à flanc et pas sur la bande de roulement. Donc la bande de roulement peut être un petit peu inférieure en largeur, quoi. Effectivement. Alors 650, c'est une cote. Il y a un organisme qui s'appelle le TRTO qui établit des cotes. Un pneu peut faire des fois 640, un autre 670. D'accord. Il va y avoir des cotes différentes d'un manufacturier à un autre, ce qui fait que les pneus n'ont pas les mêmes caractéristiques. D'accord. Donc là, on est bien sur la largeur de flanc à flanc. Maintenant, 65, est-ce que tu peux me dire la dimension du talon jusqu'au haut du pneumatique? Ah, on est pas mal. C'est ce qu'on appelle en fait le rapport hauteur sur section. Donc là, 650, c'était ma section. Donc ma largeur de flanc à flanc, et 65, ça va être un rapport en pourcentage qui définit en fait effectivement ma taille de flanc. Donc ça va être 65% de ma largeur. Ah oui, donc on peut avoir sur un 800, un 65 et on n'aura pas la même hauteur. Donc. Effectivement. D'accord. Exactement. Ah, c'est un pourcentage. Si je prends un exemple, imaginons que j'avais 100 ici. Oui. Bah en fait, ça aurait voulu dire que ma section elle faisait 650 aussi. Est égale à en fait à ma hauteur de flanc. D'accord. Donc j'aurais eu 650 ici et 650 là. D'accord. Voilà. Et 42, la hauteur globale. Ah, t'as oublié quelque chose. Ah, le R. Je sais pas, on le voit sur tous les pneus, non? Aujourd'hui, en tout cas en France, ce qui n'est pas le cas dans le monde entier, mais le R aujourd'hui est très démocratisé, c'est le radial, c'est la structure. Ah, c'est le radial. Effectivement. C'est pas un pneu rond comme on a sur les avions. C'est ça. C'est un pneu qui a en fait, il a une double structure avec une bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, qui va fonctionner différemment des flancs. D'accord. Avec une double structure. Ça permet en fait d'avoir une certaine souplesse au niveau des flancs et avoir une bande de roulement avec une empreinte qui est assez longue et carrée. Alors qu'un pneu diagonal, c'est une seule et même structure. Et bien souvent, un pneu diagonal qu'on appelle aussi bias, il va reposer plutôt au centre de sa bande de roulement. Donc on le retrouve dans des utilisations TP ou sinon dans d'autres pays du monde. Sur certaines remorques anciennes. Sur des vieilles remorques, effectivement, mais pas si vieilles que ça, on voit encore du pneu diagonal sur les remorques. Parce que comme on n'est pas sur un essieu moteur, effectivement, on peut se poser la question de l'intérêt d'un pneu radial, mais s'il y a un vrai intérêt, si en tout cas on rentre dans le champ avec sa benne, il vaut mieux plutôt mettre du radial que du diagonal, puisqu'on va tasser beaucoup plus avec un pneu diagonal. D'accord, c'est la différence entre un pneu, j'allais dire, de moto et un pneu de voiture qui est carré, quoi. Donc là, effectivement, pour t'expliquer le radial, qu'est-ce que c'est, je vais te le montrer sur un plan, ça sera beaucoup plus parlant. Donc là, comme tu peux le voir ici, en fait, on a une structure radiale et là une structure diagonale. D'accord. Donc on voit qu'en radial, on a une double structure avec une bande de roulement qui est dissociée en fait de la partie flanc. C'est la différence entre un pneu, j'allais dire quasiment de voiture, qui est un peu plat sur le dessus, et un pneu de moto, voilà, qui l'est peut-être un peu moins, quoi. Ça, c'est vraiment les anciens pneus qui étaient moins larges. Ça sur les pneus de benne, les vieux, des pneus de benne de technologie diagonale, des pneus forestiers très bombés en diagonale. Donc en fait, effectivement, comme tu peux le voir ici, on va avoir une empreinte qui est beaucoup plus importante en radial par rapport à un diagonal. À dimension équivalente, on est à 30% généralement de différence. D'accord. Ouais, donc j'allais dire, maintenant sur des tracteurs, on trouve quasiment que du radial. Voilà. On met que du radial, en tout cas sur les ventes qui peuvent se faire de tracteurs neufs en France, 99,9% sont en radial. Après, on va retrouver du diagonal pour des tracteurs, pour des petits particuliers qui vont faire du bois par exemple, mais on n'en voit pas. Mais il faut savoir que le marché français est très en avance là-dessus, l'agriculture française est très en avance, et il y a des pays dans le monde, ne serait-ce qu'aux USA, on a un taux de radial qui est né qu'à entre 50 et 60%. Et après, les pays d'Asie et d'Afrique ont encore pas mal de chemin devant eux pour arriver au radial. Vous savez bien qu'on était très technologique en France, donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est clair. Ok. Ensuite, 42, c'est
Hauteur globale, alors ça c'est en pouces? C'est en pouces. Alors c'est pas la hauteur globale. C'est pas la hauteur globale. Ouais. Alors en langage technique, on va appeler ça le diamètre au site, mais en fait ça va être notre hauteur de jante. Hauteur de jante. En fait, on va être en 42 pouces. D'accord. Et donc ça sera, j'allais dire enfin, pour arriver vraiment à savoir la hauteur d'un pneu, il faut connaître la dimension de la jante, il faut connaître le rapport et la largeur, enfin le rapport et la largeur. Donc c'est assez complexe de dire bon, mon pneu fait 2,20 m de diamètre quoi. C'est ça. Faut le mesurer ou alors c'est dans des références peut-être dans les documentations techniques du constructeur. Nous, à force de le pratiquer, on connaît les dimensions et les tailles de pneus quasiment par cœur. Mais pour un novice, effectivement, le mieux, c'est de se renseigner. Imaginons que là, j'avais eu 650, 65, 38. Ouais. Quelle taille il aurait fait ce pneumatique, sachant que lui fait 1,95 m? 650, 65, 38. Donc en gros, je change pas ma section, je change pas ma série, je change juste mon 42 pouces qui va être en 38. Donc il va perdre 4 pouces de diamètre, donc 10 cm. Ouais, donc on va être en 1,85 m effectivement. Un pouce c'est 2,54. C'est ça. Bien vu. Donc effectivement, on va être sur un pneu qui fera 1,85 m. Donc un 650 65 38 sera bien différent d'un 650. D'accord. Alors celui-ci, on est en 580 70 38, donc ouais. Ça veut dire qu'on a voilà une différence de plus. Alors lui il est moins large, mais par contre il a une dimension en rapport de 70% par rapport à l'autre, donc ça. Un peu plus grande. Donc quelque part j'allais dire ouais il est peut-être 10 cm au moins aussi quoi, mais bon ça faudrait vérifier. Alors quoi. Effectivement si on compare les deux et qu'on fait le jeu des comparaisons, ici on a 42 pouces, ici on a 38, donc là la jante est plus petite. La section est effectivement aussi plus petite. Donc on est en 580 et là on est en 650. Par contre, mon rapport augmente un petit peu. On est à 65 ici, 70 là. Il augmente légèrement. Mais là, on va être sur un pneu du coup, comme on en parlait juste avant, qui va faire 1,85 m. D'accord. Donc il va être un petit peu plus petit que celui-ci. Et c'est assez logique tout ça, puisque si tu regardes les puissances de tracteur que tu peux regarder juste ici, on est sur un Massey Ferguson 6715, et donc sur 150 chevaux. Et 720. Là, sur un 720, 200 chevaux, donc plutôt 200 chevaux. Donc forcément, on a des différences. Donc la taille de pneu est assez importante, effectivement, puisque en fonction de la puissance, plus on va avancer en puissance, plus on va avoir une puissance importante, plus on aura des pneus grands. Je prends l'exemple, les derniers pneus qu'on a sortis il y a maintenant 3-4 ans, c'est des pneus de 2,30 m pour des tracteurs de 500 chevaux. Donc on met pas des pneus d'1,95 m ou de 2,05 m sur un tracteur de 300 chevaux. Donc la taille a son importance. C'est pour ça que ces pneus-là sont plus grands que les pneus que j'avais sur mon petit Dutz D25 de 1950. Exactement, c'est ça. Donc effectivement, je prends souvent l'exemple pour vulgariser la chose. Quand vous êtes sur une ligne droite en vélo, quand vous voulez aller plus vite, vous mettez le grand plateau. Ouais. Et l'idée aussi, quand on veut passer de la puissance, c'est d'avoir un développement au sol du pneumatique qui est plus important pour aller plus vite. Mais plus on est haut aussi, plus on aura une surface au sol, j'allais dire importante de par le diamètre quoi. Forcément un cercle comme ça n'aura pas le même portance au sol qu'un cercle de 2 mètres. Exactement. Quoi. Donc on parle de productivité, donc vitesse d'avancement, et aussi si on change les caractéristiques du pneu et qu'on monte en diamètre, on va avoir en fait plus de capacité de charge dû au fait qu'on augmente le volume d'air. Okay. Donc, si on me prend un tracteur de 300 chevaux, un tracteur de 300 chevaux ne fera pas le poids d'un tracteur de 200. C'est logique. Donc, tout est lié. C'est pour ça qu'on développe des solutions pneumatiques adaptées à chaque fois, à chaque puissance de tracteur. Et si on regarde chez à peu près tous les manufacturiers de pneumatiques, on a des gammes pour des catégories de puissance. Ok. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme marquage? Tu vas encore me poser des cols, je suis sûr, non? Eh ben, écoute, si on prend ce pneumatique-là, bon, Michelin, on s'en doute, forcément, c'est la marque. Serait-ce la marque? D'accord. Axiobip 2, on est sur la gamme. Après, il peut y avoir des marquages propres à chaque manufacturier. Ici, sur cette gamme qui est Axiobip 2, on a Michelin Ultraflex. Donc, tu vois, en fait, c'est des flancs qui fléchissent, qui symbolisent, en fait, la technologie de ce pneumatique-là, qui a des flancs souples pour justement aller chercher plus de traction. Donc ça, c'est des pneus qui sont haute traction, qui vont permettre de facilement passer la puissance de son tracteur. Et là, on a rajouté un marquage, puisque tu n'es pas sans savoir qu'on a investi en rachetant 2 sociétés de télégonflage pour vraiment pousser et démocratiser le télégonflage. Ce marquage, c'est Air System Ready. Et en fait, ça veut dire que ce pneu-là est bien compatible avec du télégonflage. D'accord. Donc on peut utiliser ça. Aucune contre-indication de pouvoir l'utiliser. Ok. Et dernière chose qu'on n'a pas vue, donc ça, Enero. Enero, c'est en anglais, ça veut dire Narrow Rim Option. En fait, c'est la possibilité de monter un pneumatique qui serait VF sur la même jante qu'un pneumatique de même dimension, mais standard. Parce que, en fait, quand tu as un pneu qui fléchit beaucoup,
généralement, tu le mets sur une jante adaptée pour faire en sorte que le pneu tienne bien. Je prends un exemple, si tu mets ton pneu sur une jante trop étroite, il va être comme ça, il va mal travailler. D'accord. Ton empreinte au sol va pas être optimale et même le pneu dans le temps, on n'aura pas une utilisation et une longévité qui sera optimale. Par contre, si tu le mets bien carré sur une jante adaptée, bah là forcément tu vas en tirer toutes les performances. Donc là c'est la possibilité quand un agriculteur veut par exemple changer ses pneumatiques, il était en standard, il veut passer en VF, bah, il a la possibilité de ne pas changer ses jantes. Donc ça n'engendre pas de surcoût. Techniquement, l'idéal, ça serait de changer les jantes, mais pour autant, il aura quand même un gain de pouvoir travailler plus bas en pression et il pourra monter ces pneus-là sur la même jante. Première chose, alors là, c'est des petits marquages qu'on retrouve sur tout type de pneumatique. D'accord. Là, on lit 174D. À ton avis, qu'est-ce que ça signifie? 174D. Je n'en ai aucune idée. C'est une capacité comme sur des voitures? C'est ça, effectivement. Souvent, quand tu changes les pneus de ta voiture, normalement, le distributeur, s'il fait bien son travail, il te demande au téléphone la dimension et il te demande aussi l'indice de charge, l'indice de vitesse. Enfin, je sais que sur certaines voitures, on a des indices en... D'accord. Et en agricole, donc là, par exemple, 174, c'est l'indice de charge. Donc, ça correspond à une charge donnée maximale. Et D, ça va être l'indice de vitesse. Ici, D, ça correspond à 65 km/h. D'accord, donc a priori, vu que c'est équipé sur des tracteurs qui peuvent aller dans des pays étrangers à 60, on a une capacité à 65, quoi. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qui peut le plus, peut le moins. Et effectivement, on va pas s'embêter à faire des indices de vitesse différents pour chaque pays. Donc, on est en indice D sur la plupart des pneus. Ici, on est en D pareil, on est en 155, ça veut dire qu'on a un indice de charge inférieur. On pourra pas mettre le même poids sur l'arrière de ces deux pneumatiques. On pourra pas mettre les mêmes outils, le même poids, ça sera pas effectivement la même utilisation. Celui-ci aura beaucoup plus de capacité de charge. Il est vrai que la complexité qu'on a à l'heure actuelle, au niveau des catalogues, au niveau des choix, c'est quand même assez énorme. On a beaucoup de choix possibles. Comment est-ce qu'il y a une méthode pour arriver à déterminer un type de pneu pour le choisir correctement, sans se tromper sur la pléthore de pneus qu'on peut avoir dans tous les types de marques et de types, quoi. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a pléthore de dimensions et de marques, même dans un catalogue de constructeurs, pour un engin donné. Je te prends un exemple. Je te pose une dernière question et après c'est toi qui me les poses. Mais je te prends un exemple. Donc là, je prends une dimension 270, 95, 54. J'en prends encore une autre, 650, 65, R42. C'est le pneu qu'on a derrière nous. J'en prends encore un autre, 900, 60, R32 et 710, 60, R42. Alors, à ton avis, quel est le point commun entre ces différents pneus? Quel est le point commun entre ces différents pneus? Donc là, en largeur, on va du 270 jusqu'au 900 en passant par le 710. Alors là, je fais du labour, là, je mets sur un pulvé, là, je fais du travail de semis, là, ça reste peut-être un peu plus mixte. On peut les mettre tous sur un même tracteur? Alors, effectivement, là, la différence qu'on va voir. Alors, ici, on sera sur un pneu de moissonneuse-batteuse. Donc, tu vois, 900, 60, 32. Donc, ça va être un pneu qu'on va souvent trouver. Une jante très petite, un gros flanc. Gros volume d'air. Gros volume d'air. Une charge lourde qu'on trouve sur des moissonneuses-batteuses. Après, par contre, sur le reste, on est bien sur des pneus de tracteur. Là, on est en 710. Ici, on est en 270, donc des pneus très étroits, plutôt pour les traitements aux cultures en ligne. Et là, on est sur un pneu 650 qu'on peut retrouver assez couramment, plutôt polyvalent. D'accord. Donc, ce que je veux illustrer par là, c'est qu'effectivement, il y a énormément de choix en termes de taille et de dimension pneumatique. Et maintenant, il faut se poser la question de quelle taille, quelle dimension est adaptée au tracteur que je vais acheter et surtout aux usages et aux outils que je vais avoir. D'accord. Donc, le premier message que je peux faire passer, qui est très important, c'est que chaque tracteur, en fait, a une homologation maximum en termes de diamètre de pneu. Donc, on parle souvent de l'arrière, hein, c'est ce qu'on regarde en premier. Ce tracteur-là, par exemple, il est homologué en 1m95. Donc, tous les pneus équivalents à 1m95, donc qui sont proches de cette valeur, vont pouvoir se monter sur ce tracteur-là. D'accord. Au-dessus, c'est pas possible parce qu'on risque d'abîmer... la conception du tracteur, effectivement, ne le permettra pas par rapport au marchepied, au réservoir ou par rapport aux ailes. D'accord. Ce tracteur, il n'est pas fait pour accueillir un diamètre supérieur. Ok. Alors, si je te donne un exemple bien précis, alors nous, on est pas mal équipés en Fendt dans la Kuma. On est pas mal aussi en 200 chevaux pour certains usages. Je voudrais trouver, j'allais dire pour un tracteur, donc de cette puissance-là, de ce type-là, un usage quand même assez mixte dans le sens où on va pouvoir faire du déchômage avec, on va pouvoir éventuellement le mettre sur une charrue, avoir une benne de temps en temps aussi, une 24 tonnes. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez complet. C'est des usages très polyvalents, effectivement.
Alors, alors peut-être que nous, grâce, j'allais dire, au nombre de tracteurs qu'on a, on peut arriver à modifier, c'est ce qu'on fait. On a des tailles peut-être inférieures pour du labour. Alors, si je retire le labour, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera plus, j'allais dire, qui va j'allais dire, bien s'adapter, quoi? Les réponses à tes questions, en fait, c'est toi qui vas les avoir. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. La première, déjà, c'est effectivement quel tracteur j'achète. Donc là, je vais utiliser une méthode qu'on utilise chez Michelin qui fait référence à un biscuit apéritif qui est très connu, c'est la méthode TUC. Tracteur, usage et charge. Ça, je vais peut-être arriver à retenir alors. Effectivement. Tracteur, usage et charge. C'est la méthode TUC. L'idée, D'accord. c'est de vérifier ces 3 points pour faire en sorte d'avoir le pneu qui est vraiment adapté à l'usage et au tracteur que je vais avoir. Alors en tracteur, j'ai vérifié, c'est vraiment le 720 qu'il me faut ou un tracteur de 200 chevaux. Donc, tracteur, on se dit 200 chevaux. Voilà. Parce que en fonction des outils que j'ai, voilà, c'est ni trop puissant parce que c'est vrai que c'est inutile aussi d'avoir un tracteur trop puissant. On pourrait passer à la limite en 240, mais je préfère investir un peu plus dans du pneumatique pour être sûr d'avoir une bonne traction. Donc là, la question que je vais te poser, je vais m'intéresser un peu au type de travaux, aux techniques culturelles que tu as. Est-ce que tu laboures déjà? Alors on laboure, ouais. Ah ok, d'accord. Ça arrive. Bah, oui, parce qu'on a des cultures comme la betterave, de la pomme de terre. Bon, la betterave, c'est pas trop gênant, mais pommes de terre, carottes, on laboure pas tout le temps, mais de temps en temps. Alors est-ce que tu laboures hors raie ou dans l'arrêt? On laboure dans l'arrêt. Pour toi? Ouais. Dans l'arrêt, ok. Dans l'arrêt. Pour toi, qu'est-ce qui est acceptable en termes de largeur maximum? Bon, on l'a déjà fait en 650, ça passe. Je sais que on peut équiper plus étroit si jamais, mais en 650, ça passe. 650 maximum pour. C'est tolérable, ouais. Ce tracteur, on est bien d'accord qu'il fera de la charrue. Hein, il fera de la charrue, ouais. Okay. Donc là, je me note largeur. Donc là, on est dans les usages. Hein. Ouais. Donc il va faire, je me note 650 max. Ouais. Donc là, moi, ça me permet déjà, tu vois, dans ma tête, de cadrer un peu. Ou sinon, l'agriculteur, de commencer à regarder dans de documentation technique. D'accord. La largeur maximum. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que le tracteur, tout à l'heure, il était homologué en 1m95. Ça, on le sait via le concessionnaire ou le constructeur qui nous donne l'information. D'accord. Donc là, on se le note, 1m95. Ok. Donc là, on cherche un pneu qui fait 1m95 et en hauteur, donc diamètre, et en largeur 650. Maintenant, quels sont les travaux qui vont être les plus intensifs? Bah, il va y avoir du déchômage. Ok. Pendant une période, c'est certain. Mais il y aura aussi du transport à la remorque. Alors je sais que ça, voilà, ça fait compliqué mais on a des 24 tonnes maintenant et le 720 c'est le tracteur adéquat aussi. J'allais dire au niveau polyvalence. D'accord. Et tu me disais charrue aussi. Charrue aussi, ouais. Ok. Bon, après on a d'autres usages, hein, mais je dirais, il va être quand même au niveau de son utilisation certainement à 20% sur du déchômage, charrue pareil, et transport on sera peut-être à 30% et après le reste bon, j'allais dire, j'imagine pas trop, mais ça peut être diverses choses quoi. D'accord. Donc là c'est vraiment les 3 principaux travaux qu'il va faire. Ouais. Je vais te poser une question qui est hyper importante parce que là du coup j'ai étudié un peu tes usages. Il va me manquer la proportion route-champ que tu vas faire. En moyenne, en pourcentage, si tu me donnais alors, si on est dans la partie transport, on sera quand même aux alentours de 10% dans les champs et 20% sur la route. D'accord. Et sinon, par rapport au parcellaire, est-ce que vous avez un parcellaire qui est très éclaté? Est-ce que tu fais beaucoup de routes? Si on prend les heures du tracteur sur 1000 heures, on est quand même assez proche dans l'ensemble, assez proche de la CUMA en général, donc il n'y a pas, c'est pas des distances trop importantes, non. Donc ça va être quoi, 30% des heures, 10% des heures? Ouais, allez, je dirais 20% des heures, ouais. Ok. Donc pas une utilisation route très importante. Plutôt axé champ. C'est noté. Est-ce que dans les terres dans lesquelles tu travailles, il y a des dévers? Non, on a des terris, mais on les cultive pas, donc il n'y a pas de problème. On le verra dans une deuxième vidéo, mais je te pose toute cette question parce qu'effectivement, c'est à prendre en compte quand on a des régions qui sont très vallonnées. D'accord. En fait, le tracteur, à un moment donné, va se retrouver dans cette configuration avec des pneus qui vont porter beaucoup plus de charge. Donc généralement, ça, on le prend en compte effectivement dans le conseil. Donc, je suis déjà un peu en train de préparer la dernière étape de la méthode TUC, c'est la charge. Okay. Et là, en fait, il s'agit de regarder, en termes de charge, quelle va être la situation la plus pénalisante pour mon pneumatique? Où est-ce que je vais retrouver la charge la plus lourde? Okay. Donc, en fait, sur les différents outils là, le transport, bon, on va avoir, 3 tonnes, 4 tonnes au crochet, même si des fois on a des surprises, mais en théorie, on est aux alentours des 3 tonnes. Je dis bien en théorie parce que souvent on a des surprises. La charrue, est-ce qu'elle est portée ou semi-portée? C'est une semi-portée. Ah,
Et ça, c'est plutôt c'est déjà pas mal. une bonne nouvelle, puisque sur la route, tu te doutes que les charrues qui sont portées, on regarde des pneumatiques à forte capacité de charge, parce que on dit souvent que le dernier corps, il est assez lourd, hein, avec le report de charge. Donc, ok, semi-porté, je me le note. C'est noté. Donc là, pareil, sur la route, à vitesse 40 km/h, c'est la vitesse à laquelle tu vas rouler? Oui, en principe, oui. On va pas avoir une charge monumentale. Des chômages? Alors des chômages, on est en portée sur des engins qui font 6 mètres de large. Donc là, on a quand même des poids, mais ils sont pas forcément très longs, quoi. C'est pas non plus des outils hyper profonds. Après, je suppose qu'il faudrait avoir le poids des outils pour Effectivement. Pour avoir donc la là, référence. on le verra dans une deuxième thématique, mais c'est déterminer la charge. L'idéal, honnêtement, c'est de faire une pesée. Ouais. Et quand on est dans le cadre d'un investissement de tracteur, c'est de faire une estimation. Ça, le revendeur peut vous aider, ou nous, on peut vous aider en nous contactant directement par le site michelinagricole.fr dans la rubrique Contactez-nous. On saura vous dire et estimer le poids avec vous. Bon, théoriquement, sur le catalogue des outils, on a le poids. T'as le poids des outils. Peut-être qu'on a le déport qui est pas... déport à calculer, effectivement. Déport à calculer. Plus ton outil va être loin, plus il va y avoir de charge sur l'essieu arrière. D'accord. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que tu vas pas avoir des poids très importants sur les. Non, sur celui-là, en l'occurrence, non. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que comme tu le sais, je sais pas si tu es sensible à la compaction des sols. Oui, quand même. Si tu es sensible, effectivement, plus il y a de charge, plus on tasse. Ça, c'est inévitable. Donc, si on peut réduire la charge, c'est un premier travail qui est fait. C'est une bonne chose. Ça fait partie du choix, par exemple, du tracteur en 200 chevaux. On aurait pu prendre des gammes de tracteurs plus lourds. Oui. Si on avait eu des usages, on avait à l'époque de la série 800, où on partait sur déjà du poids plus lourd. Et là, on a fait le choix de faire l'inverse, et éventuellement de remettre des masses de roues si on avait des usages de traction, si on met un fissurateur dessus, voilà, pour pouvoir, j'allais dire, justement alléger au maximum, quoi. C'est vrai que c'est l'idéal. En tout cas, ça laisse plus de possibilités de commencer avec un tracteur léger qu'on va lester par la suite pour des travaux, par exemple, de traction. Donc là, tu vas pas avoir des charges très importantes, ce qui va permettre de travailler plus bas en pression aussi, et ce qui va permettre, alors, au niveau du pneumatique, d'avoir une empreinte qui est la plus longue possible et la plus large possible. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc là, bon, on va être en 650. Maintenant, quelles sont tes attentes à toi sur ce tracteur-là et sur l'utilisation que tu vas en faire? Si tu devais m'en donner une ou deux. J'irais, ce que je veux, c'est pouvoir toujours être à la pression mini tant qu'à faire. Je sais que pour l'instant, j'ai pas forcément le télégonflage, mais c'est une option que je voudrais pouvoir prendre. Alors, c'est quoi le but pour toi, pour bien comprendre, d'une pression mini? La pression mini, l'objectif pour moi, c'est d'avoir vraiment la surface au sol la plus importante, avoir une bonne traction et éviter d'avoir justement du tassement sur la largeur de travail, quoi. Effectivement. Donc écoute, là, tous les agriculteurs sont pas très sensibles à la compaction des sols, mais avoir une surface d'empreinte plus importante, ça a plusieurs vertus. T'en parlais, mieux répartir le poids au centimètre carré, donc moins tasser ses sols. Là, en fait, nous, avec les solutions pneumatiques, on va jouer sur les 30-40 premiers centimètres. Mais plus tu vas charger, plus tu vas tasser en profondeur. C'est les études indépendantes le montrent, notamment AgroTransfert dans le Nord qui a fait des études qui a montré justement l'effet du poids sur le tassement de sol et en profondeur. Il y a le logiciel Terranimo qui est aussi hyper intéressant à utiliser pour un peu faire des simulations sur ses propres parcelles. Mais aussi économiser du carburant. Exactement, tu vois, tu me coupes la chic. Effectivement, il y a le retour sur investissement qui est lié au carburant. Un pneu qui a plus d'empreintes, il a plus de points d'ancrage au sol et il va passer plus facilement la puissance. Donc on va consommer aussi moins de carburant. Et en termes de productivité, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on passe sur des solutions de pneus basse pression, on va en moyenne gagner 10% de productivité. Alors, je pourrais te sortir les études par rapport à chaque pneu, mais en moyenne, c'est ce qu'on peut retenir, c'est un pneu basse pression, donc technologie VF, IF, Michelin Ultraflex versus un Michelin standard, c'est en moyenne 10% qui est gagné. Donc ça veut dire que pour 11 heures de travail habituel, tu vas plutôt mettre 10 heures, ou pour 11 jours de travail, tu vas plutôt mettre 10 jours. Et sur le compteur, on aura la même consommation en carburant parce que le tracteur va tourner à la même vitesse, sauf qu'il va avancer plus vite en réel. Exactement. Alors tout, c'est d'avoir un radar pour pouvoir le calculer, pas seulement la vitesse présentée. Mais c'est vrai que moi, pour avoir fait des essais, entre autres avec Julien Hérault, qui est formateur aussi en agroéquipement, on a pu vérifier ça et c'est assez bluffant, j'allais dire, simplement en dégonflant le pneu à la bonne pression adéquate en fonction de l'outil qu'on a et du poids, on arrive toujours à une meilleure efficacité, quoi. Effectivement. Donc c'est vraiment l'enjeu en fait de l'agricole, c'est de pouvoir au champ avoir des pressions basses. Ça c'est clair. Donc
Maintenant qu'on s'est dit tout ça, quelle dimension on met sur notre fameux tracteur? Voilà, réponds à ma question. Là, il s'agira du coup après d'aller regarder dans nos documentations techniques. Et dans nos documentations techniques, donc les fiches sont téléchargeables directement depuis le site. Tous les manufacturiers le proposent. C'est d'aller regarder quelle dimension je peux aller mettre. Donc je vais regarder un pneu qui fait 1m95, qui fait 650 de large. Et je vais aussi regarder les plages de puissance qui sont conseillées. Sur ce tracteur-là, sur cette gamme-là, pardon, Axio Bip 2, on le conseille pour des tracteurs de 180 chevaux et plus. Donc on est vraiment dans la cible. D'accord. Avec la possibilité de travailler assez bas en pression. Donc la dimension, en fait, ça va être celle-là, ça va être un 650, 65, pardon, R42. On l'a fait exprès, quoi, non? Là, on est tombé sur le tracteur qui était bien équipé. Effectivement. Alors après, c'est assez révélateur, hein. Aujourd'hui, on commence dans les régions, on va dire plutôt grande culture, à être en fait sur le tracteur moyen, hein. Le 200 chevaux, c'est ce qui se vend le plus dans ces régions-là. La moyenne de puissance, la puissance moyenne de tracteur en France, elle est à 140 chevaux. Et je prends tous les tracteurs, hein. Donc ça veut 140, dire que et d'année en année, ça augmente. Et on voit les segments forte puissance, les 300 chevaux notamment, qui font des croissances à 2 chiffres chaque année. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est que bon, il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, hein. À l'après-guerre, on était à plus de 2 millions. Aujourd'hui, on est à peu près 450 000. Donc les exploitations sont plus grandes, mais moins nombreuses. Bien sûr. Pour ça, pour aussi rentabiliser et avoir de la productivité, on achète des tracteurs qui sont plus puissants. Maintenant, il s'agit de mettre les pneus qui vont dessus, et on n'est plus sur les pneus d'il y a 20 ans, quoi. Certainement. Ok. Par contre, si voilà, j'ai pu vérifier, j'ai regardé un petit peu, c'est bien, mais c'est pas forcément toujours évident d'être certain de son choix. Je suppose qu'on a moyen d'éventuellement de contacter alors de par le concessionnaire, mais ils ont peut-être pas toutes les connaissances techniques précises. C'est comme sur certains outils, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Il y a plusieurs choses. Déjà, avant même de partir sur cet équipement-là, il faut s'assurer que techniquement ça soit possible. Donc on a vu le diamètre, c'est bon, ok, le tracteur est homologué, on peut le mettre. Après il y a les notions en fait de rapport mécanique et de prépondérance. Ouais, c'est ce qui est là complexe. Si, avant arrière, on n'a pas forcément les mêmes rapports de boîte ou pont. De pont, ouais, c'est ça. En fait, pour faire simple et que ça soit assez clair pour tout le monde, on voit bien que sur tous les tracteurs aujourd'hui, à part les très grosses puissances qui sont 4 roues égales, sur la plupart des tracteurs, on a une roue plus grande à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça, en fait, pour faire en sorte que nos pneus soient, nos roues avant et arrière soient bien synchronisées et fassent la même distance, on a un système de démultiplication qu'on appelle rapport mécanique. Et en fait, je prends un exemple sur ce tracteur-là. Je connais pas le rapport mécanique par cœur, mais on va dire que c'est 1,3. Souvent, ça se situe autour de ça. 1,3, ça veut dire que quand ma roue arrière va faire un tour, ma roue avant, pour faire la même distance, va faire 1,3 tours. D'accord. Voilà. Et si on fait une erreur dans le choix, j'allais dire, de ce rapport-là, on va avoir un pneu avant qui gratte ou alors qui freine, c'est ça? Alors, en fait, c'est là où rentre la notion de prépondérance. Parce que le rapport mécanique, il est propre à chaque tracteur, il changera jamais. Donc, on doit s'adapter à ça. Ce qui va changer, c'est les pneus, effectivement, qu'on va mettre dessus. Et là, on parle de prépondérance. Et pour faire simple, la prépondérance, en fait, c'est le pourcentage d'avancement de mes roues avant par rapport à mes roues arrière. D'accord. Pont enclenché. Donc en gros, il y a des tolérances qui sont émises par les constructeurs. En moyenne, si je devais faire une moyenne, parce que ça peut aller de 1 à 4%, de 0,5 à 6 en fonction des constructeurs, mais on se situe entre 0 et 5%. Ça veut dire qu'à 5%, mes avants vont tourner assez vite. D'accord. Et à 0, ils vont quasiment pas aider les arrières. Donc l'idée, c'est que il tourne un petit peu plus vite pour venir aider l'arrière, parce que c'est aussi ça le but d'enclencher le pont avant, c'est de venir soulager l'arrière et de venir l'aider. Parce que si on a une prépondérance qui est négative, en fait, l'essieu avant va freiner l'essieu arrière. Et si on a une prépondérance qui est trop positive, ou en tout cas qu'on est à des hauteurs de 7, 8, 9%, en fait, c'est l'essieu arrière qui va freiner l'avant. Et lui, il va avoir tendance à se fatiguer. Et surtout, les conséquences, c'est des potentielles casses mécaniques au niveau des organes de transmission, etc. Ouais, là, ça peut être embêtant. Donc, on peut pas faire de bêtises et il faut faire vraiment attention. Là, il faut faire appel, du coup, à son négociant spécialiste en pneumatique, son distributeur. Et il faut lui demander quelle prépondérance j'ai avec la montre que tu me proposes. De bien le vérifier. Et si on se situe aux alentours des 2-3%, on a une prépondérance idéale. On peut aller, par exemple, sur un tracteur qui ferait que du traitement, par exemple, ou du SMI, si on est à 0,5 ou à 1. D'accord, ouais. Il n'y a pas une traction très forte, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant, en tout cas dans les usages, ça gênera pas. Mais l'idéal, c'est de se situer dans les 2-3% parce que ça permettra vraiment d'avoir un pont avant qui est efficace. Ok. Donc, après, rassurez-vous, en premier équipement, donc quand vous achetez un tracteur neuf, ça c'est calculé
par les constructeurs dès le début, avant qu'ils mettent les pneus sur leur catalogue. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il n'y a pas d'erreur. Mais sur le choix complet en lui-même, on peut, en plus du constructeur, voir soit un spécialiste technique, demander à quelqu'un de chez Michelin de venir nous renseigner. Il y a un site internet aussi sur lequel on va pouvoir trouver les données. Nous contacter, l'idéal c'est de nous contacter et nous demander justement quelle est la monte idéale. On réétudiera vos usages, les outils que vous allez avoir et on regardera par rapport à un tracteur donné. On a la chance de travailler avec tous les constructeurs, donc on a pas mal de données, notamment les rapports mécaniques, qui vont nous permettre de vous dire, bah oui, effectivement, vous allez pouvoir mettre cette monte de pneumatique sur ce tracteur. Il n'y a pas de contre-indication. Donc là, c'est à l'agriculteur à demander à son concessionnaire éventuellement, ou sur le site Michelin, pourquoi pas. Il y a des techniciens dans tous les, dans toutes les régions. Vous allez contacter un responsable Michelin, donc vous allez dans le site, sur le site michelinagricole.fr. Vous allez dans la rubrique contactez-nous et en fait, quand vous allez écrire votre message, ce message, il va être routé directement au responsable local. On est 20 responsables locaux en France, donc en moyenne, on couvre 4-5 départements et on va recevoir le message et on prendra contact avec vous. On en a qui sont venus nous former, j'allais dire, sur justement l'utilisation du pneumatique et l'optimisation. Ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment des gens qui sont à la pointe et là, le conseil sera vraiment optimum pour être sûr de ne pas se tromper, quoi. C'est aussi le rôle, effectivement, de tous les responsables locaux. Donc, ils ont une partie où ils se chargent de la relation commerciale avec les revendeurs, donc ils s'occupent de la formation, des conditions commerciales, etc. Et ils ont aussi après la casquette technique où 50%, 60% du reste du temps, ils sont chez des utilisateurs pour leur faire le bon conseil, notamment bien choisir sa monte pneumatique ou optimiser leur longévité. Et il y a aussi effectivement une partie service après-vente aussi. On fait également des événements, donc on intervient dans des CETA, dans des GDA, dans des CUMA, pour justement aborder toutes ces thématiques-là. Alors des fois, on va être sur des thématiques de comment bien choisir mes pneus ou comment réduire la compaction de mes sols. On peut comment détecter les symptômes et des problèmes d'usure et comment les rectifier avant que ça soit trop tard. Il y a plein de choses qu'on peut aborder et les responsables locaux, ils sont là pour ça. Vous êtes présent sur tous les salons, j'allais dire agricoles locaux, Innovagri entre autres. J'ai déjà vu plusieurs démonstrations et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de venir discuter et de pouvoir avoir le bon conseil pour le bon investissement. Exactement. Ok, merci d'avoir répondu à mes questions. Alors là, pour ceux qui veulent, on va peut-être faire un petit tour du parc parce que là on est chez un concessionnaire qui nous a mis à disposition le matériel. Voilà, donc pour voir un petit peu éventuellement ce qui peut être intéressant de voir comme différents types de montes et puis leurs usages. Par rapport au tracteur, tu peux nous donner quelques conseils là-dessus? On va regarder ça. Bon, donc là, si on se récapitule, on avait un tracteur de 200 chevaux. Du coup, en technologie basse pression, un diamètre d'1,95 m. Et là, on est sur un tracteur beaucoup moins puissant, 150 chevaux et un pneu standard, pas de technologie basse pression, standard, et qui fait 1,85 m. On va aller voir un peu ce qui se passe sur le parc maintenant, voir les différences qui peuvent encore avoir. Et puis pour ceux qui veulent pas suivre ça, on aura d'autres vidéos pour voir vraiment l'usage. Et je pense que ça va être intéressant parce que là, on va se promener sur un lieu de moisson, donc aller voir d'autres choses sympas pour voir vraiment de l'application, pour de l'optimisation, voir comment c'est utilisé dans le réel. Quand on a choisi les bons pneus, après il s'agit de bien les utiliser, c'est sûr. Ok, bon, on va sur le parc. Allez, c'est parti. Alors ici, on est sur un pneu, j'allais dire un peu plus grand, on est sur un 922 de chez Fendt. On a une dimension un peu plus haute. Alors. Ouais, effectivement, bien vu Thierry. Tu vois qu'effectivement, on est sur une série 900. Donc 922, 220 chevaux, un peu plus puissant. Plus lourd et aussi. Surtout, plus lourd. Donc pour porter cette charge et pour transmettre cette puissance-là, le tractoriste, donc Fendt, a homologué ce tracteur-là en 2,05 m pour avoir un bon équilibre entre le tracteur et les pneumatiques qu'on peut y mettre. Ici, on est en 2,05 m. Pour rappel, tout à l'heure, on était en 1,95 m, donc on monte d'une taille. Et on est en 650, 85, 38. Donc là, on a un volume d'air assez important, comme tu peux le voir. 85% donc en hauteur de flanc, donc c'est pour ça qu'on a une jante 38 qui est plus petite que la 42 qu'on avait de l'autre côté. Pour autant, c'est un plus gros tracteur, mais on est vraiment, je dirais, on est encore plus sur du basse pression que de l'autre côté, ou c'est un peu l'équivalent? On peut pas trop comparer les pneus parce qu'on a des volumes d'air qui sont différents et on a des tailles qui sont différentes. Mais là, donc effectivement, la caractéristique de ce pneu-là, c'est d'avoir un flanc assez haut, donc un volume d'air assez important, de par du coup sa série 85 et le fait qu'il soit en 38 pouces. Donc ça va permettre de travailler plus bas en pression naturellement. Si on n'était pas sur une technologie basse pression, grâce à ce pneu là, par rapport à un pneu en 42 pouces par exemple, on pourrait déjà descendre les pressions. Là en l'occurrence,
on est doublement gagnant parce qu'on a un gros volume d'air et en plus, comme tu peux le voir, on est en technologie IF. D'accord. Par rapport au VF qui était de l'autre côté. Voilà, exactement. Donc, qui lui est en anglais aussi, je suppose. Alors, IF, c'est Improved Flexion. Donc, ça veut dire que c'est un pneu qui, par rapport à un pneu standard, va avoir 20% de capacité de charge en plus et sinon, la possibilité à isocharge de baisser les pressions de 20%. Et de l'autre côté, en VF, on était à 40. 40, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, le VF, aujourd'hui, si on prenait ce pneu-là en VF, un VF serait plus performant dans sa capacité à baisser les pressions ou à apporter de la charge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la plupart de nos pneumatiques, nos ingénieurs ont bien travaillé et on est en train, sur la plupart de la gamme Axiobib, de passer en VF. D'accord. Donc, du coup, 40% de pression en moins. Donc, pour retenir, IF, c'est intéressant, VF, c'est very intéressant, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Bon, ça marche. On va essayer de voir d'autres pneus dans des dimensions peut-être moins larges ou, allez, ou différentes. On peut aller regarder ça. Alors ici, on est sur du pneumatique un peu plus étroit. C'est le mot, pas forcément le même usage. Alors on a quoi comme référence? Alors là, donc, ici, on est sur un Kleber. Donc 395-46, Kleber qui est une marque du groupe Michelin. Et en fait, ce pneu-là va être considéré comme pneu étroit. Donc on va le retrouver pour de la culture en ligne ou du traitement pour l'agriculteur qui souhaite répondre à ses contraintes de largeur ou de passage. D'accord, donc jante de 46 pouces. C'est ça. Donc jante de 46 pouces. Alors, on a un volume d'air qui est très restreint, comme on peut le voir. Donc on va pas avoir de très grande capacité de charge, mais ça dépend de ce qu'on va mettre derrière. Si c'est un pulvérisateur, par exemple, traîné, aucun souci, on va pas avoir une charge phénoménale sur le point d'accroche. Donc on va pouvoir utiliser ces pneumatiques. C'est un tracteur, donc on est sur un Fendt Farmer 420, donc on est à un peu plus de 100 chevaux. Donc là on est sur un pneu qui doit faire 1m75. Donc on est sur un bon équipement et je pense que du coup, ou en tout cas j'espère que leur vendeur s'est bien assuré dans cette transformation là d'avoir la prépondérance adéquate. D'accord. Voilà. Et là on a 395 R46 et on a aussi 12.4 R46. Ah, c'est ce qui complexifie la chose, effectivement. On parle souvent sur des pneus d'ancienne génération, mais même des nouveaux, on parle encore beaucoup en pouces. D'accord. En fait, ce pneu-là, 12.4-46, c'est exactement le même. Il y a certains pneus qui ont encore l'appellation en pouces et d'autres en millimétrique. D'accord. Mais la grande majorité maintenant des pneumatiques sont plutôt en millimétrique. En millimétrique. Ouais. Ok, on a réussi à avaler les pouces. Vive les... voilà, on a battu les Anglais. 146 à 8, alors ça veut dire c'est à 8. Effectivement, tout à l'heure, on était en D. En D. Souviens-toi. Donc on va moins vite là. À 8. 40 km/h. D'accord. Alors, c'est assez logique. Ici, on est sur un pneu d'ancienne génération. Ouais. Il est assez vieux. Je peux même te le dire, on l'a pas vu tout à l'heure, mais tu peux le voir à l'intérieur du pneu. Donc, il y a toujours des mentions qui sont obligatoires. Ici, on voit EX Made in France. Donc, la mention du lieu de fabrication est toujours obligatoire. Donc, ce pneu-là, il a été fabriqué en France. EX, en fait, pour faire simple, c'est notre code usine, notre usine de Troyes. Donc, ça veut dire que j'ai visité. Exactement. Ça veut dire que ce pneu-là, il avait été fabriqué à Troyes. Okay. Et ça, c'est une mention qu'on va retrouver, que vous allez retrouver sur tous vos pneumatiques, peu importe la marque. C'est le DOT. Le DOT, en fait, c'est Department of Transportation. C'est en fait la date de fabrication. Donc lui, il a été fabriqué la 50e semaine de 2013. Ça vous permet, par exemple, si vous êtes sur l'achat d'un tracteur d'occasion, d'évaluer à peu près si on est sur une deuxième monte, une troisième monte, de voir quel âge ont les pneumatiques. D'accord. On a aussi toujours la pression maximum de gonflage de la mise en place des talons qui est dessus. Alors, c'est un bon point, effectivement. Donc, on a à chaque fois le logo, alors là qu'on retrouve ici effectivement, où en fait on indique 2 bar 5 de pression ici pour faire en sorte que les pneus se mettent sur talon. Alors attention, c'est quand on voit ça, il faut pas mettre tous les pneus à 2 bar 5, hein. C'est pas la pression à appliquer dans les pneus, c'est la pression à appliquer par le technicien pour, quand il monte le pneu sur jante, faire en sorte que les talons se mettent en place sur la jante. Donc quand on voit marqué 4 bars sur un pneu, c'est pas parce qu'il doit être gonflé à 4 bars. Non, non, non. C'est maximum. C'est maximum, effectivement. C'est toujours la charge qui sinon définit la pression. On se fait mal au dos. La charge et l'usage. Et la différence entre des PSI et des bars? Ça va être une appellation plutôt anglophone et de l'autre côté une appellation plutôt francophone. Francophone. Ok. On essaye de voir d'autres pneus? Ouais.
Attends, tu peux m'expliquer ici, il doit y avoir un problème de casting parce que j'ai l'impression que ce qui a été monté, c'est à la fois à l'envers et pas les mêmes dimensions du tout, pas les mêmes marques. Ça peut faire peur, effectivement. Alors là, en fait, tu le vois, on est sur des jantes qui sont blanches, qui vont pas avec la couleur habituelle de ce tracteur-là. Ouais, surtout que c'est quand même un beau petit Fendt 724, quoi. C'est ça. En fait, j'ai posé la question au responsable d'atelier, on est sur des roues de roulage, donc c'est des roues provisoires qui sont juste là pour déplacer le tracteur. C'est effectivement, tu as un Michelin Multibib d'un côté, de l'autre côté tu as une autre gamme, et on a un Continental et un Pirelli. Donc faut surtout pas rouler comme ça, d'ailleurs la législation le permet pas, faut toujours avoir sur un même essieu les mêmes pneus, que ce soit les engins agricoles ou les véhicules de tourisme, on va avoir les mêmes pneus sur un même essieu. Et au niveau usure, c'est pareil, il y a une limite où on peut avoir des différences d'usure, pneus avant, arrière ou... Alors, il n'y a pas de législation particulière pour l'agricole entre la différence d'usure sur un même essieu. Du coup, à défaut, on pourrait penser que c'est la législation routière classique pour les véhicules tourisme qui s'applique et il me semble que c'est 5 mm. D'accord, ouais, mais bon, en pneus agricoles, on le verra moins, mais en tout cas, avoir les mêmes pneumatiques droit-gauche, ça serait déjà pas mal. Effectivement. Ok. Donc là, en fait, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'il est monté comme ça? Donc en fait, on le voit là-bas, il y a 4 belles roues, on pourra s'approcher, qui viennent d'arriver. On va avancer voir. Alors là, je pense que les pneus, j'allais dire, cette monte-là, c'est peut-être un peu plus adéquate pour 724. Quoi. Forcément, là, c'est plus adéquat. Là-bas, on était sur des roues de roulage provisoires. Là, ça va bien être les pneus définitifs pour le tracteur. D'accord. Comme tu peux le voir, on est en pneu VF, comme tout à l'heure. Very intéressant. Very intéressant. Donc, very high flexion. Donc, 40% de capacité de charge en plus ou la possibilité à la même charge de baisser les pressions de 40%. C'est la même gamme que tout à l'heure. Axio Bip 2. La différence qu'on va avoir, c'est que ce pneu-là, bon, il fait la même taille. Hein. Souviens-toi sur le tableau, je sais pas si tu te souviens, je l'ai noté cette dimension. Il fait bien 1m95. Donc, le tracteur est homologué dans cette dimension de ce diamètre-là. D'accord. La différence, c'est qu'on va être en 710. Tout à l'heure, on était en 650. Là, on va être un peu plus large en 710, donc on va augmenter la largeur d'empreinte, ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de capacité de traction encore qu'un 650, et même la possibilité de mieux répartir son poids au centimètre carré. Toujours made in France. Effectivement, donc chez Michelin, pour que ça soit pour les marques Michelin, Kleber et Taurus, on fabrique dans 3 usines en Europe, et on est les derniers à fabriquer des pneus en France à l'usine de Troyes, et on a aussi une usine en Espagne et une usine en Pologne pour fabriquer tous ces pneus. Adapté au télégonflage. Exactement. Et après, j'essaye de trouver encore quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, mais voilà. La vitesse pour lui, on la retrouve où? Ici, 176 D. D'accord. 65 km/h. L'indice de charge, en fait, il correspond à une charge. Si vous regardez nos documentations techniques, on va pouvoir vérifier à quoi correspond 176. Donc on se dira, il peut porter tant de charge maximum à telle vitesse. Mais en soi, l'utilisation qu'on en a, c'est vraiment de comparer des pneus entre eux. Un pneu qui serait par exemple 180 D, bah, on saurait par déduction qu'il porte plus de charge que celui-là. Ok. On essaye de voir un dernier pneu. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur des systèmes, j'allais dire, plus adaptés à un type d'usage spécifique comme le pulvérisateur ou l'automoteur. Effectivement, en fait, il va vraiment y avoir des gammes en fonction des engins. Alors là, on est sur un engin qu'on appelle un engin dédié. En fait, il fait que du traitement. On va avoir un engin dédié après tout ce qui est engin de récolte. On va retrouver aussi les épandeurs automoteurs et des enjambeurs viticoles, donc en fait, qui sont des engins dédiés. Ici, sur cet automoteur pulvérisateur, on voit qu'on est équipé en 480 par 46. Ok. Donc, des pneus qui sont tout de même assez hauts. Donc là c'est des pneus qui vont faire 1m95 en 480 par 46, donc là tu vois tu as encore l'appellation pouce, 18,446. D'accord. C'est des pneus qui vont faire 1m95. Ouais, on est déjà sur une belle taille. Exactement. Donc ces pneus là en fait on va pouvoir les retrouver beaucoup sur des automoteurs pulvérisateurs. Alors pas forcément spécifiquement cette gamme, puisque la gamme la plus adaptée c'est la gamme Spraybib, donc sprayer. D'accord. Qui est vraiment qui a été développé en tout cas pour les automoteurs pulvérisateurs, parce que la contrainte principale c'est souvent des faibles volumes d'air avec des charges importantes et des vitesses assez élevées sur route. On le voit en France, les automoteurs pulvérisateurs dans les usages font quand même pas mal de routes. Oui. Et quand on a une cuve chargée à l'azote, ça fait beaucoup de poids. Ça fait du poids quand même, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc là, il faut s'assurer d'avoir un pneu effectivement qui porte la charge. Donc généralement chez les constructeurs d'origine, ils mettent les pneus adaptés. Mais en tout cas, quand on renouvelle, attention à bien regarder la charge qu'on a par essieu pour mettre le pneumatique qui est le plus adapté, puisque sur ces engins-là, un peu comme les engins de récolte, des surcharges, on voit vite les conséquences. Ok.
Bon, ici, on a pu voir aux établissements Vacher qui nous ont gentiment reçus vraiment pas mal de types de tracteurs et de cas concrets. Mais voilà, si on veut retenir vraiment quelque chose de précis, qu'est-ce que tu nous dis alors? S'il y a un mémo technique que je peux vous donner, c'est la méthode TUC, donc tracteur, usage, charge. Le tracteur, c'est vérifier avec son constructeur ou son négociant spécialiste le diamètre maximum homologué. C'est ce qu'il faut mettre plutôt. Exactement. Toujours mettre le diamètre maximum homologué. Sous-dimensionner un tracteur n'amène que des inconvénients, une usure plus rapide, un manque de traction et de productivité. Pour une économie peut-être qui sera une mauvaise économie. Exactement. Donc c'est pas un bon calcul. Ensuite, on a les usages. Donc là, on va s'intéresser aux travaux que vous voulez faire. Il faut se poser la question de quels sont les travaux que je vais faire avec ce tracteur-là, et quels outils je vais mettre dessus. Donc, une fois que j'arrive sur la partie outils, forcément, qui dit outils dit charge. Donc, quelles vont être mes charges à l'essieu et est-ce que mon pneu est capable de supporter ces charges-là et surtout à quelle pression il va pouvoir les supporter. Donc, il va falloir vérifier tout ça, soit avec les documentations techniques, les outils, soit avec des pesées si on a déjà le tracteur ou qu'il y a le tracteur en concession, et de vérifier justement quel est le pneu qui porte ses charges à des pressions les plus faibles. Ok. Voilà. Bon, très bien. Cette idée de TUC m'a donné un peu l'eau à la bouche. Je pense que avant d'aller voir un autre collègue qui est Jean-Loup Chattard, on va peut-être aller manger un morceau. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à une application concrète, j'allais dire sur des pneumatiques, et là en plus en période de moisson, donc je pense qu'on va avoir des belles images. On va aller voir donc dans ce secteur-ci pour aller le rencontrer et puis voir vraiment du cas concret, parce que je pense que c'est aussi ce que les auditeurs veulent. Exactement. Allez, on est parti? C'est parti.